Le planif. Ici, chaque dollar est une pièce de collection façonnée avec art et précision. Préparez-vous à pénétrer un univers où l'argent ne dort jamais. Il maîtrise l'art de transformer vos investissements en or. Le balado, le planif. Voici Fabien Major. Bonjour, bienvenue. Je suis très content de vous retrouver au balado Le Planif. Encore une édition super intéressante avec, évidemment, le segment Dans l'angle mort avec la planificatrice financière Isabelle Bérard qui nous en apprend toujours des belles. Notre question du beau-frère, si la banque m'approuve, c'est que je peux payer. Pourquoi s'en faire? On me dit que je peux m'accoter à 600 000. Allons-y all-in. C'est Jimmy de Shawinigan. On va pouvoir poser la question à notre invité, puisqu'aujourd'hui, on parle d'immobilier avec Georges Bardagy, un incontournable dans l'immobilier au Québec. Il est président de Remax du quartier GB. Le balado, le planif débute à l'instant. Le balado, le planif. Dans l'angle mort avec Isabelle Bérard. Des angles morts en circulation, il y en a plein, dépendamment de ce qu'on conduit comme véhicule. Parce que dans la voiture, bien sûr, il y a de chaque côté. Mais si on conduit un gros camion, un autobus, il y a un angle mort en avant. Puis il y en a derrière aussi, évidemment, si on a une cargaison. La vie, c'est comme ça. Puis dans la planification, un angle mort qui est peut-être évident pour une planificatrice d'expérience, c'est les dons du vivant. Si on veut aider nos enfants à acheter leur première maison en faisant un don en argent d'importance, il y a des pièges. Oui, bien, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus de la part de nos clients en planification financière. L'accession à la propriété est devenue difficile pour les maisons les sont nouveaux tellement acheteurs. plus chères qu'avant. C'est ça. Donc, de plus en plus, les parents veulent aider leurs enfants. Après ma barre, quand ils regardent leur niveau de placement accumulé, il y en a qui peuvent se dire, bien, je suis capable de pouvoir aider mes enfants, mais la question, c'est, est-ce que vous pouvez réellement vous passer de cet argent-là? Est-ce que ça pourrait venir compromettre vous-même vos propres objectifs de retraite? Et comment on s'y prend pour le savoir? Bien, premièrement, ça prend évidemment une bonne planification financière. On doit évaluer si le fait de se priver d'un certain montant d'argent dans notre portefeuille peut encore nous permettre de réussir à atteindre nos objectifs parce qu'on n'est pas plus avancé. Si on se retrouve sans ressources et toujours vivant, bien, vers qui on risque de se tourner? On risque de se tourner vers nos enfants. Ben oui. Il n'y a pas un parent qui souhaite être dépendant financièrement de ses enfants. Non, c'est ça. Donc, l'idée ici, c'est qu'on ne veut pas non plus enrichir nos enfants au risque de s'appauvrir soi-même. Si le 50 000, le 100 000 ou le 150 000 qu'on se prive dans nos placements nous aurait permis de générer un revenu qui nous génère un revenu de retraite ou une rente de retraite en continu et que cet argent-là, on ne l'a plus, bien, on comprend qu'évidemment, ça peut créer un trou ou un manque à gagner. Là, il peut être énorme pour ceux qui ont justement peu d'économies de côté et qui vivent avec les rentes gouvernementales principalement. Oui, puis tu sais, si on prend un exemple concret, là, disons quelqu'un n'a pas encore pris sa retraite, mais qui a quand même réussi à accumuler 500 000 là, à 60 ans et qui décide qu'il fait un don de 100 000 à son enfant maintenant, mais qui va prendre sa retraite seulement à 65, disons qu'il y a 5 de rendement là, sur ses placements, bien, s'il n'avait pas fait le don, à 65 ans, il aurait accumulé 638 000 et ce 638 000 $-là, s'il décidait de décaisser 4 par année, par exemple, pour se générer un revenu de retraite, ça lui générait un revenu de 25 500 $. S'il se prive de 100 000 $ à 65 ans, plutôt que d'avoir accumulé 638 000, il va avoir accumulé 510 000. Et là, encore une fois, s'il décaisse 4 de ses placements, bien, c'est plutôt 20 000 qu'il va Le principe des intérêts composés dans ce cas-ci fait qu'on a évidemment un résultat supérieur à 100 000 $. Alors, ben oui, ça vient changer énormément. Ça vient changer la donne. Donc, c'est quand même de l'argent en moins qui est là, disponible pour financer notre retraite, puis ça nous oblige peut-être à nous serrer un peu la ceinture. Oui. Mais là, outre atteindre nos objectifs de retraite, il y a plusieurs autres angles morts qu'on oublie lorsqu'on effectue un don du vivant à nos enfants pour acheter une première propriété. Oui. Premier angle mort, souvent qu'on oublie, c'est que notre enfant,
il va acheter cette propriété-là seul ou avec un conjoint ou une conjointe. Et s'il achète avec un conjoint ou une conjointe et qu'il n'a pas bien structuré les documents d'achat et qu'éventuellement, il venait à se séparer et qu'il sépare la maison, disons, 50-50 à la vente, bien, il y a une partie du don que vous avez fait à votre enfant qui s'en va à l'ex-conjoint. Et c'est peut-être pas ce qu'on voulait. Donc, ça, c'est il faut bien faire ses papiers. Il faut bien faire ses papiers, il faut bien documenter le don. Il y a moyen de sécuriser ce don-là pour qu'il revienne entièrement à notre enfant si jamais il advenait une séparation et qu'on n'a pas acheté ça. Bien, je crois que c'est important de préciser que c'est le parent qui fait un don. C'est pas l'enfant qui fait un don. Il reçoit l'argent, puis des fois, on dit, ben, moi aussi, je vais être généreux, mais en fait, il faut penser peut-être aux intérêts familiaux dans ce cas-ci. Oui, c'est ça. Puis, l'autre angle mort à ne pas négliger non plus, c'est est-ce que ça pourrait créer une inéquité dans la famille? Disons que vous avez plus d'un enfant, que vos autres enfants ont réussi à se débrouiller, ils ont réussi à acheter leur maison, mais celui-là, vous êtes obligé de l'aider. Qu'est-ce que ça fait en termes d'inéquité là, pour les autres membres de la famille? C'est ça, au niveau de l'héritage. Donc, il faut aussi penser à ce que ça pourrait occasionner au niveau de l'équité pour vos héritiers. Est-ce que ça pourrait occasionner des conflits familiaux aussi? Oui, bien, c'est la dernière chose qu'on souhaite, hein, justement, quand il y a la maladie qui s'installe, puis après le décès, qu'il y ait une prise de bec entre frères et sœurs dans la famille, puis que ça s'éternise, puis que ça se rende même devant les tribunaux, là. Personne ne souhaite ça. Non, c'est ça. Donc, peut-être que ce que vous auriez pu faire, plutôt que de faire un don, parce qu'il y a quand même des options, vous pourriez peut-être faire un prêt familial plutôt qu'un don. Donc, de cette façon-là, ça permet à votre enfant de pouvoir accéder à la propriété, mais ça fait en sorte que votre enfant va vous rembourser des sommes d'argent périodiquement. Et donc, vous, ça ne vous pénalise pas au niveau financier si vous vous êtes privé de cette somme d'argent-là. L'autre chose que vous pourriez envisager, c'est peut-être de faire des dons fractionnés sur plusieurs années. Plutôt que de tout donner l'argent d'un seul coup, si vous fractionnez ça en plus petits morceaux, bien, ça peut faire en sorte que financièrement, ça peut être moins difficile aussi là, pour vous de vous priver d'un plus gros montant d'argent d'un seul coup. Et évidemment, le dernier conseil et le plus important, assurez-vous de bien documenter le don en question pour vous assurer de vous protéger vous, mais aussi de protéger l'ensemble des membres de la famille puis éviter les conflits familiaux. Le balado, le planif, le planif. Pour la première fois au balado Le Planif, on reçoit Georges Bardagy, président Remax du quartier GB. Bonjour Georges. Bonjour Fabien. Merci d'être au micro du balado Le Planif. Merci de m'avoir invité. Ben, comment faire autrement? T'es un voisin en billet sur l'avenue Bernard. Ah oui. Mais en fait, je suis plus là. On a déménagé sur la rue Dunbar. Dunbar, OK. Mais depuis 2021. Mais oui, j'ai été sur Bernard pendant plus de 30 ans. OK. Et Georges, c'est vraiment un plaisir de t'accueillir au balado Le Planif. Évidemment, on parle souvent d'immobilier, mais tu es un incontournable. Comment se fait-il que le marché immobilier soit aussi résilient? C'est une bonne question. En fait, le marché immobilier, je pense que c'est un rêve américain qui est aussi canadien et très québécois. Hein? On veut avoir une maison, une cour pour ses enfants. Ouais. On va avoir une école, une bonne école à proximité. Et même un patrimoine. On peut avoir un patrimoine. Effectivement, c'est un véhicule qui devient un véhicule d'investissement, même si on sait qu'au début, c'est comme beaucoup d'argent qui sort de nos poches. Et puis, je pense que ce rêve-là est très incrusté là, même chez les jeunes, d'une génération à l'autre, les gens veulent devenir propriétaires. Et puis moi, ce que je vois au point de vue de la résilience présentement, c'est que, en fait, si on peut parler de la résilience des prix, parce qu'on voit qu'il y a eu des turbulences géopolitiques et économiques. Oui. Et puis moi, ce que je m'aperçois, c'est que je trouve qu'avec la pandémie, ce qui est arrivé, c'est que beaucoup de personnes plus âgées, boomers et plus âgés que les boomers, même génération X maintenant, ont décidé qu'ils ne s'en allaient pas en condo ou en résidence de personnes âgées, puis qu'ils allaient rester dans leur maison. Puis cette génération-là vit de plus en plus en forme, ont plus de moyens que leurs parents. Donc, ils restent accrochés à leur maison. Puis ce qui fait vraiment un débalancement entre l'offre et la demande. C'est pour ça que pour les plus jeunes, c'est un peu plus difficile. La demande est quand même assez forte, puis l'offre est quand même très diminuée. Il n'y a pas assez de construction pour faire face à la demande. Et c'est ce qui explique aussi la résilience des prix, malgré la hausse des taux qu'on a vécu des dernières années. Comparons le Québec avec d'autres provinces, même la dynamique
Ontario, la voisine, qui voit vraiment une diminution de ses valeurs immobilières, puis le Québec résiste encore. C'est vrai. En fait, il faut savoir qu'en Ontario, contrairement au Québec, Québec a plus de locataires. Donc, il y a plus de possibilités de transformer des locataires en propriétaires. Ça, c'est un. Deux, Toronto, qui est le moteur économique de l'Ontario et du Canada, commande bien sûr des prix qui sont beaucoup plus élevés. Même chose pour Vancouver. Donc, à Montréal aussi, dans la catégorie de prix la plus élevée, on a vu un ralentissement dans les dernières années avec la hausse des taux depuis avril 2022 jusqu'à décembre 2024. Décembre 2024, janvier 2025, je suis épaté de voir des ventes à gros prix avoir lieu à Montréal. Ouais. Puis là, arrive M. Trump au pouvoir, puis là, il y a comme une perte de confiance dans l'économie, puis on voit que ça stagne dans le marché haut de gamme. Donc, on peut comprendre que partout au Canada où les prix sont plus élevés, ben, c'est plus ralenti que par exemple, au Québec, des prix qui seraient entre 400 000 et 800 000 $. Il manque d'inventaire partout. La ville de Québec, dont le prix moyen est autour de 500 000 $ maintenant, ben, on retrouve un boom extraordinaire en immobilier. Donc, on peut penser que les jeunes acheteurs 18-34 ans ont le rêve d'acheter une propriété. 20% d'entre eux ont décidé qu'elle allait acheter cette année. Puis, bon, ils ont des défis avec la hausse des taux, mais là, vu qu'ils ont reculé un peu l'an passé, on voit qu'on a pu en intégrer quelques-uns dans le marché immobilier et c'est ce qui explique un peu le marché qu'on vit présentement. Mais dans le marché présent, on se disait que les plus vieilles habitations, Pointe-aux-Trembles, Anjou, même Montréal-Nord, des rénovations encore, changement de main avec les héritages, les décès dans les familles, que ça allait se renouveler. Est-ce que c'est faux de dire que ça ne s'est pas tant renouvelé, ces quartiers? Non, je pense que ça se renouvelle. Je pense qu'il y a des jeunes familles qui s'installent partout. D'abord, ils sont amenés là par le prix. S'il y a un exode vers les banlieues, c'est parce que l'immobilier, ça le dit immobile. La seule chose qui prend de la valeur avec le temps, c'est le terrain en dessous de la maison, parce qu'après 30 ans, on peut penser qu'une maison a besoin d'être rénovée au complet. Donc, les gens vont aller vers l'endroit où les prix sont plus abordables. Donc, que ça soit sur l'île de Montréal, Rivière-des-Prairies, Anjou, Montréal-Nord, ou peut-être même certaines parties de l'ouest de l'île qui sont un peu plus abordables. Le centre est toujours un peu plus cher. Les lignes de métro près du centre-ville, près des points d'attraction et des écoles commandent des prix plus importants. Alors, on voit que ces quartiers-là se renouvellent malgré tout. Puis après ça, il y a toute une dynamique aussi avec l'immigration qu'on a eue. Donc, l'immigration est un des moteurs du marché immobilier. Et puis là, on voit que ces gens-là ont besoin d'être logés à quelque part, peuvent pas acheter nécessairement quand ils arrivent, ils ont besoin de travailler, mais ils épargnent beaucoup, puis ils finissent par y arriver. Des fois, ça peut prendre 10 ans, mais ils ont ce rêve-là aussi, les immigrants, d'acheter une propriété, puis on en voit de plus en plus se porter acquéreur. On l'a vu dans Laval, où il y a eu un changement. Il y a eu beaucoup d'immigrants qui ont réussi à acheter et s'installer dans plusieurs quartiers de la ville de Laval, par exemple. Dans les 10 dernières années, il me semble que il n'y a pas un revirement qui attend pas l'autre. Il y a toujours quelque chose qui surprend le dynamisme du marché immobilier, mais aussi les lois, les tendances. T'en as vu de toutes les couleurs dans la dernière décennie? Ben oui, tout à fait. On a surtout vu un marché de vendeurs. Parce que moi, quand j'ai commencé dans les années 90, on était en récession. On avait 50 maisons à vendre pour un acheteur, puis c'était tout le contraire. Ça a été les 7 premières années de ma carrière, de 91 à 97. Alors, on est passé par toute une gamme de marchés baissiers pour se ramasser avec un marché haussier qui a presque pas ralenti, à part quelques soubresauts. 2008-2009, il y a eu la crise des subprimes aux États-Unis. C'est venu calmer le marché un petit peu au Canada. Il y a eu 2014-2015. Puis là, on a vu en 2023 la hausse des taux. Ça vient temporiser un peu, mais la vérité, c'est que il faudrait qu'on construise au Québec à peu près au moins 100 000 à 150 000 propriétés par année, puis on en construit 48 000. Fait qu'à un moment pour donné, avoir un marché neutre? Pour avoir un marché qui est équilibré. Okay. Moi, je pense que vers les années... La bonne nouvelle, c'est qu'en 2030-2035, vers ces années-là, ben forcément, les gens, la génération nombreuse qui est plus âgée, qui est les boomers, vont finalement quitter pour des endroits plus petits, condos, résidences de personnes. Et puis là, la construction va augmenter d'ici là, puis ça devrait se rééquilibrer au niveau de ces années-là. Donc, moi, je m'attends à une relative stabilité, une croissance normale, mais je m'attends pas à un boom immobilier, puis je m'attends pas à un crash non plus. OK. Qu'est-ce qui va pas bien dans l'immobilier? Qu'est-ce qui va pas bien? Les condos centre-ville. Les condos centre-ville avec la pandémie, avec le télétravail, les coûts de construction, des condos de plus petite superficie pour des gros prix. Ça, les jeunes se disent, si je suis obligé d'aller
être à côté de mon bureau centre-ville, je suis pas vrai que je vais aller payer ces prix-là. Donc, ça, je pense que ce qui n'a pas aidé non plus, c'est qu'on a une nouvelle loi au Canada qui a été instaurée par le gouvernement Trudeau qui empêche les acheteurs étrangers d'acheter. Il reste 1 an et demi à ça. Ouais. Et ça a aussi contribué au fait que cette clientèle qui était très friande des condos au centre-ville, que ce soit Toronto, Vancouver et Montréal. Investissement et spéculation. Là. Voilà, exact. Ça marche un peu ralenti. Les tours à bureau dans le commercial, avec la pandémie pour les mêmes raisons, on est en train de reprendre en tout cas, c'est en train de reprendre un peu d'activité, puis les tours sont en train de se remplir un peu plus avec le retour au travail de plusieurs employeurs. On a vu des tours changer de vocation et devenir du logement. Là. Logement pour des étudiants universitaires, logement hôtel. On a vu des conversions dans plusieurs villes nord-américaines de tours à bureau en hôtel. Et puis donc, ça, c'est quelque chose qui est un petit peu plus au ralenti, je dirais, en termes d'immobilier. Les maisons haut de gamme qui ont été rénovées il y a 15-20 ans, si elles ne sont pas au bon prix, c'est très difficile parce que les gens qui les habitent, quand ils les ont faites il y a 15 ans, elles étaient probablement ce qui se faisait de mieux en termes de design, de qualité. Personnalisé, là. Non, mais c'est pas que ça a été bien fait à l'époque, mais comme tout design se démode, puis là, les jeunes acheteurs qui arrivent entre 35 et 55 ans pour une deuxième, troisième maison, qui devrait être la dernière maison de leur vie avec leurs enfants, mais eux, ils trouvent qu'elle n'est pas au goût du jour. Fait que là, ils trouvent que oui, elle coûte tant d'argent, mais en plus, il faudrait que j'investisse en rénovation. Puis là, il y a une distorsion entre la perception. Puis ces vendeurs-là qui vendent aujourd'hui en 2025, ils aimeraient ça vendre le même prix que quand les taux étaient en bas de 2 %, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Puis ce marché-là est fini, puis je pense pas qu'on va le retrouver à court terme. Mais définitivement, puis là, tu le dis, le taux d'intérêt influence grandement le prix. Tout à fait. Donc, les moteurs de l'immobilier, démographie, ça, c'est assez prévisible. Les taux d'intérêt, la vigueur dans l'économie, la confiance des consommateurs et bien sûr, l'avenue d'immigration qui peut... on a vu qu'avant la pandémie, on avait beaucoup d'immigration de Chine, notamment de la région de Shanghai. Mais ils sont beaucoup de monde à Shanghai, puis il y a beaucoup de millionnaires à Shanghai. Il suffit qu'il y en a une infime partie qui vient s'établir dans 2-3 quartiers de Montréal que ça peut changer la dynamique immobilière. Puis là, ils sont plus là parce qu'ils n'ont plus le droit d'acheter pendant ce ban des acheteurs étrangers. Ben oui, effectivement, ils veulent se diversifier aussi. On voit même l'argent du pétrole, du golfe arabo-persique, tout ça. Il y en a qui ont des propriétés à Montréal. Il y en a beaucoup. Il y en a qui ont des propriétés à Montréal, mais maintenant, ils ne peuvent plus les acheter si ce n'est pas des résidents permanents. Il y a plein de conditions. Donc, on essaie de garder l'immobilier vu qu'il y a une crise du logement comme telle pour les Canadiens. Je pense que c'est le but de la loi. Et puis, mais je pense que ce que ça va prendre, c'est plus de construction. Si on veut retrouver une accessibilité meilleure pour la plus jeune génération, ça va prendre plus de construction. Georges, je t'envoie des fleurs parce que tu es vraiment un ambassadeur du courtage. Parce que le courtage a eu, bien sûr, peut-être, je dirais, une presse un peu négative avec des gens qui disaient « Non, pourquoi payer une grosse commission quand c'est un travail pas si compliqué? » Mais depuis que je t'écoute, depuis le début de l'entretien, je m'aperçois que ton niveau de connaissance est tellement poussé puis qu'il y a tellement de particularités là-dedans. Là. C'est quoi qu'on oublie? Qu'est-ce que ces gens qui discréditent le courtage oublient? En fait, c'est une très bonne question qui pourrait prendre une autre émission complète. Mais je dirais que la plupart des gens observent leur courtier 3-4 occasions. Ils viennent les rencontrer, ils font une évaluation, présentent leur service, signent un contrat, mettent la pancarte en avant. On les voit quelques visites, les négos, puis chez le notaire, empocher le gros chèque. Mais il y a 150 tâches qui se fait quotidiennement. 7 jours par semaine, aucune heure. Et puis, ce service-là, cet accompagnement-là, cette sécurité, parce que c'est rendu compliqué acheter et vendre une propriété. Les gens sont de plus en plus éduqués. Ils vont à l'Internet maintenant avec l'intelligence artificielle. Ils font des inspections par-dessus inspections, que ce soit des tests environnementaux, etc. C'est compliqué. La copropriété, juste avec la loi 16, a changé complètement. Ça va être une révolution dans la copropriété. Donc, d'avoir un allié avec nous, qui est compétent, intègre et bienveillant, qui peut répondre à 10 heures le soir, le vendredi, quand on est stressé parce qu'on a reçu une contre-offre puis qu'on ne sait pas quoi faire, puis qui va calmer, qui va être capable d'expliquer le processus, parce qu'on n'achète pas puis on ne vend pas des maisons à chaque année. En moyenne, on le fait aux 8 ans. Donc, c'est difficile pour un consommateur d'avoir l'expertise. Puis quand on a le courtier immobilier n'a pas toujours bonne presse dans certains cas parce que historiquement, il y avait un manque de formation. Contrairement à d'autres professions. Puis là, c'est en train de changer beaucoup. Les règlements sont plus sévères, l'encadrement est plus sévère, il y a beaucoup plus de formation continue. Donc, tout ça fait en sorte que
les courtiers qui sortent de l'école aujourd'hui sont mieux outillés que moi quand je suis sorti à 35 ans, mais ça reste quand même l'achat ou l'actif le plus important que la plupart des gens ont dans leur vie. Ouais. Je pense que tu le vois dans ta profession. Absolument. En planification financière, ce qui sort, c'est en premier. Le régime de retraite, la maison, un ou l'autre. Ouais. Alors, quand on est pour vendre ou acheter cet actif le plus important, je pense que c'est important d'avoir quelqu'un de compétent, intègre et bienveillant qui nous accompagne dans le processus. Je te dirais même que des fois, beaucoup de courtiers de mon équipe, une fois qu'ils ont terminé, on rentre dans la vie des gens pendant 2, 3, 4 mois. Puis c'est intense, hein? Tu sais, les négociations, on cherche une maison, c'est difficile. On a eu des promesses d'achat multiples, on a perdu une propriété. Donc, tout ça, c'est une relation très intense. Comme un peu un agent d'artiste avec son artiste pendant un spectacle ou une négociation de contrat. Puis quand on a fini la transaction, les clients se disent « Oh, mais là, on se verra plus. » C'est comme, en me disant « Je vais m'ennuyer de toi. » Fait que je pense que pour beaucoup de gens, c'est précieux. D'ailleurs, les courtiers ont fait entre 80 puis 100 000 transactions dans les 3-4 dernières années au Québec. Donc, c'est quand même beaucoup de monde. Fait que la mauvaise presse qu'on entend ou les mauvaises pratiques de quelques individus qui sont très mercantiles puis animés par des pratiques un peu rapides, là, d'après moi, ben c'est quand même une très petite minorité, mais comme ça fait grand bruit dans les journaux, on a cette perception-là, malheureusement. Mm-hmm. Ben, la perception vient aussi du fait qu'il y a des sites web qui font la promotion d'une transaction sans courtier, comme si c'est un avantage à chaque fois. Puis ça, je crois qu'il faut remettre les pendules à l'heure. En fait, eux autres, leur mission, c'est de vendre que c'est simple. Hein, parce que souvent, on identifiait vendre une maison à la trouver. Ben, avec toutes les plateformes sur le web maintenant, on trouve les maisons relativement facilement. Mm-hmm. C'est pas ça qui est précieux. Ce qui est précieux, c'est l'accompagnement, c'est lire la déclaration du vendeur, c'est avoir des bons conseils après l'inspection en bâtiment, des bons conseils pour l'évaluation, pour la mise à prix, la stratégie, pour le staging, pour avoir aussi des bonnes relations, pour mettre en contact. Parce qu'il y a plein de professionnels qui sont connexes à la transaction immobilière, le notaire, des ménageurs, des hommes à tout faire, des gens qui vont faire du staging. Il y a des gens... Alors donc, de mettre tous ces gens-là à la disposition des prêteurs hypothécaires, des acheteurs et des vendeurs, ça, c'est très précieux, cet accompagnement-là. Puis je pense que si c'était pas valorisé, ben il y aurait pas 80 000 à 100 000 transactions qui se feraient avec des courtiers. Oui, les gens vont accrocher sur l'ampleur de la commission. Évidemment, c'est proportionnel à la valeur, là, mais il faut aussi passer à l'expérience qui permet des fois d'éviter des désastres, puis tu as dû en éviter quelques-uns. Effectivement. Tu sais, quand on fait affaire avec un médecin, par exemple, moi, je fais toujours l'analogie parce que mon papa était médecin. Je me dis, tu payes un professionnel, puis tu payes à l'acte. Des fois, c'est un chirurgien. Ça peut prendre quelques minutes. Tu dis, hey, c'est cher de l'heure, mais on le paye pas juste pour cet acte-là, on le paye pour ses connaissances, que si jamais ça va mal puis que ça dérape, ils sont capables de nous aider à trouver un problème. Puis je pense que mes courtiers, quand ils rentrent au bureau puis disent « Ah, j'ai un problème dans telle transaction », je dis hey, « Tu devrais être content. » Tu comment ça? Tu vas apprendre. Je dis « C'est là que tu vas prouver ta valeur au client. » Parce que si c'était toujours facile, il n'y aurait pas besoin de nous autres. Mais la vérité, c'est que c'est loin d'être facile. Il y a toujours des embûches, des choses à lire, à comprendre, à expliquer, à vulgariser le processus. Parce que comme je disais tantôt, les gens, ils vendent pas toutes les années, ils vendent aux 8 ans. Alors, c'est très difficile pour un consommateur d'être expert dans la transaction. Mais aujourd'hui, il y a des pièges qui sont un peu évidents, mais il y en a d'autres qu'on ne pense pas. Là. On entend des nouveaux mots, comme par exemple des champignons dans les fermes de toit, la mérule. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Mérule pleureuse. Oui, puis dans le sol, on a certaines régions qui ont un petit peu plus de problèmes. Dans la Mauricie, pyrite sur la rive sud de Montréal. Il y a toutes sortes de en fait, je pense que c'est dans certaines localités, il y a toujours des expériences à cause des matériaux qui ont été utilisés. À Montréal, il y a beaucoup de HAP dans les terrains. Les gens mettaient des débris de construction dans les années 30-40 quand ça coûtait rien sur le sol. Puis là, on remblayait ça. Puis maintenant, aujourd'hui, ça peut être un contaminant de sol. Des anciens dépotoirs. Des anciens dépotoirs. On en a vu des anciens dépotoirs à Montréal où il y a eu des permis qui ont été émis par-dessus. C'est quand même limité. On connaît les cartes maintenant, mais quand même. Mais en fait, c'est plein de choses à savoir quand on transige une maison ou un immeuble. Et puis, d'avoir cet accompagnement, cette expertise-là, moi, je le trouve très précieux. Fait que c'est sûr que ces compagnies-là qui veulent vendre juste un site web ou des photos, mais eux autres, leur job, c'est de montrer que c'est facile. Mais moi, il faut voir le nombre d'appels que j'ai de clients
dont les jeunes ont fait affaire des fois directement ou en ligne, qui sont mal pris avec des inspections, qui ne savent pas quoi faire avec, ou un acheteur qui veut se retirer à la dernière minute, puis me demande conseil. Ben, je dis, pourquoi ils ne nous ont pas appelé? Ils pensaient qu'elle allait être capable de le faire tout seul. Ouais. Moi, je pense que c'est très précieux. Moi-même, je fais affaire avec un agent de voyage, je fais affaire avec un courtier en valeur mobilière, avec un fiscaliste. Je pense que c'est important d'être bien conseillé. Puis ça évite des erreurs puis des pièges qu'on paye cher. Parce que ça coûte cher de faire des erreurs. Ouais. Je pense à celui, le jeune couple qui est pressé de faire une acquisition puis qui va faire une offre avant même d'avoir vérifié l'état de ses finances. Mm-hmm. Une phrase qu'on entend souvent des courtiers, c'est des acheteurs qualifiés. C'est quoi un acheteur qualifié? Un acheteur qualifié, c'est quelqu'un qui est allé auprès d'une institution financière, vérifier que son crédit était bon, puis que, basé sur les déclarations qui ont été faites au moment de la préqualification, ils avaient la capacité d'emprunter tel montant. OK. Puis ça, c'est pas le maximum de leur capacité. Ça veut pas dire que c'est une bonne idée nécessairement d'aller au maximum, mais ça, c'est un acheteur préqualifié, c'est souvent financièrement. OK. Après ça, est-ce qu'il est motivé? Est-ce que le timing est bon? Acheter une maison, c'est pas un événement, c'est un processus. Des fois, les gens m'appellent, puis 2 semaines après, ils ont acheté. Des fois, les gens m'appellent, puis 3 ans après, ils ont toujours pas acheté. Alors, donc, ça aussi, les gens réalisent pas le nombre d'heures qui est investi par un courtier, puis il faut respecter le timing des clients. Mm-hmm. Donc, ça, c'est ce qu'on pourrait appeler un acheteur qui est qualifié. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui achètent des propriétés résidentielles sans financement? On en voit, mais c'est vraiment une minorité des cas. Je dirais que c'est probablement moins de 15% des transactions qui se font au comptant. Okay. On va le voir plus avec des empty nesters. Donc, des empty nesters, dans notre définition, c'est les enfants ont quitté le nid familial. Mm-hmm. Les gens ont accumulé l'équité dans leur grande propriété. Ouais. Ils la vendent pour acheter un condo plus petit. Donc, souvent, leur maison est payée pour pouvoir, donc, à ce moment-là, des transactions au comptant. Il y a une équité importante. Ils font l'achat comptant, puis il reste des surplus pour peuvent investir avec, en valeur mobilière ou en d'autres, dans des immeubles à revenus aussi. OK. Et est-ce que, justement, les proportions de gens qui achètent comptant, ça a changé au fil des années de ton expérience? Bien, je dirais qu'il y a un peu plus de richesse. Étant donné que l'immobilier, c'est beaucoup apprécié depuis 1997 au Québec, il y a beaucoup de gens qui avaient acheté un duplex à force d'économie, c'était serré à la ceinture, ils n'allaient pas au restaurant, ils n'allaient pas en voyage. Ils ont rénové à chaque fois qu'il y avait quelque chose à faire sur leur propriété, ils les ont bien entretenus. Puis là, ça vaut plus qu'1 million de dollars, tu sais, comme... et puis là, ils ont de l'équité. Ils ont bâti une équité avec leurs actifs immobiliers. Et ça, je pense qu'on en voit de plus en plus. Donc, ça, c'est pas étranger au fait qu'il y a plus d'argent, il y a plus de millionnaires au Québec à cause de l'immobilier. C'est certain, Georges, qu'en sachant que tu es l'invité du balado Le Planif, des gens vont dire « Moi, j'aimerais entendre son conseil qu'il pourrait donner à un courtier qui débute. Qu'est-ce qu'il faut faire ou pas faire? » Un courtier qui débute, je pense que ce qui est important, c'est d'acquérir beaucoup plus de compétences que d'avoir le permis pour faire de l'immobilier au Québec. Ouais. Le cours de base va montrer les lois, les règlements, quelques bases d'évaluation de mathématiques, hypothécaires, qualifications. Mais quand on arrive sur le terrain, là, on sait rien. Fait que moi, je vois les nouveaux courtiers qui arrivent, il faut leur montrer la signature électronique, les outils, comment faire une évaluation, comment parler à un client, comment le présenter, comment expliquer c'est quoi les craintes, c'est quoi les objections qu'ils vont avoir, puis comment ils répondent. Puis ce qui me surprend toujours en immobilier, c'est que les nouveaux chargent le même prix que les anciens. Ça, je pense que c'est juste en immobilier que ça arrive. Puis pourtant, l'expérience compte. Donc, je dirais un jeune courtier, t'es pas on disait à l'époque agent immobilier, maintenant le gouvernement a décidé que c'était tous des courtiers immobiliers. Mais quand j'ai fait mes cours, moi, en 91, on me disait t'es un agent immobilier, pas un agent secret. Arrange-toi que tout le monde le sache. Donc, c'est pour ça que les courtiers immobiliers sont probablement très visibles aussi. Puis un bon conseil donné à un acheteur, parce que tantôt on disait, ils sont qualifiés, ils peuvent acheter. Moi, un bon conseil que je donne aux acheteurs, c'est la règle du 3%. Quand vous achetez un bien immobilier, pensez qu'il va y avoir 3% de dépenses à faire d'entretien sur l'immeuble que vous allez vous porter acquéreur, pour lequel vous avez aucune idée, puis même l'inspecteur en bâtiment va être capable de vous pointer dans la bonne direction. Donc, c'est une bonne règle d'avoir 3% d'équité. Fait que si vous achetez une maison de 1 million de dollars, par exemple, c'est bon d'avoir un 30 000 $ de côté parce que ça va arriver. Il va y avoir des choses à faire. Et quand on le sait d'avance, tant mieux si après l'inspection, on s'aperçoit qu'elle était très bien entretenue au-dessus de la moyenne, puis que le 3% va vous servir à d'autres choses ou avoir moins d'hypothèques.
mais c'est toujours bon d'avoir un coussin. Puis moi, je le dis aux premiers acheteurs, c'est pas juste d'acheter la maison puis payer l'hypothèque, c'est aussi d'avoir une réserve. Le balado, le planif. La question du beau-frère. Et ça coule de source, c'est la question du beau-frère qui touche l'immobilier. Jimmy de Shawi, on comprend que c'est Shawinigan. Si la banque m'approuve, c'est que je peux payer. Alors pourquoi m'en faire? J'y vais au maximum. On me dit que je suis qualifié pour 600 000. Allons-y avec 600. T'en penses quoi? Moi, je pense que c'est pas une bonne idée. Je pense qu'il faut toujours se garder un coussin pour prévoir les imprévus. Puis Dieu sait qu'il y en a en immobilier. Il y a un toit qui va couler, il va avoir quelque chose à faire. Il y a toujours quelque chose à faire sur une propriété. Donc, d'avoir un coussin, d'avoir quelques mensualités d'avance dans un compte de banque séparé comme réserve, je pense que c'est ça le meilleur conseil. Il y a des gens qui disent « I'm real estate rich puis I'm cash poor ». Fait qu'à un moment donné, si vous avez beaucoup d'immobilier puis que vous n'êtes plus capable de rien faire à part, bien, vous êtes esclave de votre propriété. Puis ça aussi, je pense pas que c'est une bonne idée. Ben non, on peut plus faire des loisirs, des voyages, des restaurants. On coupe tout parce qu'on a tout mis dans la maison. Effectivement. Donc, je pense que c'est un beau rêve. Mais je pense que les gens qui achètent leur première maison n'ont pas la même expérience que quand c'est leur deuxième ou troisième. Quand c'est la première maison, les gens se projettent dans leur vie, dans leur nouvelle propriété, puis ils ont vu leurs parents ou leur famille s'enrichir avec l'immobilier, puis ils pensent que ça va être la même chose, mais il y a quand même des pièges à éviter, il y a de l'entretien à faire, puis ça, il faut le prévoir d'avance. Fait que essayez-vous de pas nécessairement aller au maximum de vos capacités, à moins que vous pensez avoir une entrée d'argent là, à court terme. Là, t'sais. Merci beaucoup, Georges. Merci beaucoup, Fabien. Merci de l'invitation. Ça fait plaisir. Le balado, le planif. Oui, c'est déjà terminé. Vous avez des questions, des suggestions, vous pouvez cependant m'écrire fm@fabienmajor.com, une adresse email très facile à retenir, de même que celle de l'équipe de Cube Studio pour production, montage, location des installations. C'est pub@cube.ca. Salutations à l'équipe, merci du support. Et le balado est disponible en vidéo, en audio sur l'application et le site cube.ca et aussi sur toutes les autres plateformes de balado diffusion et sur YouTube. Le balado Le Planif est diffusé également à la radio et la télé sur la chaîne Cube les samedis midi et dimanches 19h. Ici Fabien Major. À bientôt.